Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles, c'est l'émission intergalactique entièrement dédiée, dévouée, consacrée au 9e art, à la bande dessinée, à l'ensemble des univers graphiques et à Monsieur Midam, aujourd'hui. Lui-même, en chair et en os. Et en muscles. Et en muscles. Je vois, t'as pris de la masse quand même, hein? Oui, mais en fait, quand je dessine, je manque de sport, donc je prends quelques kilos. Mais après, dès que j'ai terminé, je perds 5, 10, 15 kilos pour paraître devant les télés. Mais là, non, je suis encore dans ma phase créative. T'es affûté, créative. affiné, t'es bien, hein? Ah non, oui, je suis en très très bonne forme, très grande forme. Bon, mon cher Midam, on va consacrer toute cette émission à ton œuvre, à ta vie. Hein, à ces yeux bleus qui déjà bouleversent tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Hein, surtout, hein, on en parle. Voilà. La première question est toute simple. Tu te souviens de ta prime enfance, s'il y a un héros de bande dessinée qui t'a marqué et qui, encore aujourd'hui, de temps en temps, lorsque tu crées, tu te dis « Ah bah tiens, j'y pense encore un petit peu ». Oui, mais il n'y a pas grand monde qui le connaît. C'est le cousin Pop-Up. C'était un cousin de Donald, ce que j'avais découvert dans le magazine Mickey. J'étais un grand amateur de Mickey. Après, je suis passé à Spirou, mais quand j'étais vraiment enfant, vers 7-8 ans, c'était Mickey. Et c'était le cousin Pop-Up qui avait un bonnet. Et il était complètement dingue. Et j'aimais bien son dessin aussi. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien que quand j'ai commencé, Kid Paddle, mes premiers personnages, je dessinais les mains d'une certaine manière, avec le poignet un peu cassé, les doigts dans une certaine position. Et je revois le cousin Pop-Up. C'est une influence, ma première influence. Bon, eh ben voilà, c'est beau. Donc si vous retrouvez le cousin Pop-Up, vous me l'envoyez. On va essayer de le retrouver quand même pour le montrer. Oui. Oh, mais il est connu. Hein. Le cousin Pop-Up est connu. Il faut le... faut le trouver. Mets-le sur le web, tu verras, tu auras des visuels. Bon, en tout cas, je pense qu'il est quand même moins connu que tes deux séries phares qui sont Game Over et Kid Paddle. Hein. Kid Paddle, bientôt... un nouvel opus, donc tu vas faire des centaines de milliers de gamins heureux. Leurs parents, peut-être un peu moins, mais bon, écoute... Ça aurait été délesté d'une dizaine d'euros, qu'est-ce que c'est? Oui, ça va. En tout cas, avec une particularité cette fois, c'est que c'est chez Mat Fabric. Mat Fabric, tu as tout à fait raison. Hein, si je ne me trompe pas. Mat Fabric, c'est quoi? C'est une sorte de prolongement de toi-même ou d'aboutissement de ce que tu voulais faire dans ce métier de la bande dessinée. Oui, c'est ça. Bon, je m'auto-édite maintenant. Je suis passé du circuit traditionnel. On commence chez un éditeur et puis on a envie de faire les choses par ses propres moyens parce qu'on a d'ambition, on a des idées et on a envie d'aller plus loin, d'aller plus haut. Et pour ce faire, le seul moyen, c'est de le faire soi-même. Et donc, Mad Fabric, c'est M-A-D, M, Midam, A, Araceli, D, Dimitri. Donc, on est 3. Et on aimait bien le côté Mad parce que beaucoup de personnes nous ont dit, bon, votre projet, c'est un peu fou quand même. Regardez tous ceux qui sont auto-édités. Ben, finalement, ils sont revenus à la case départ. Claire Prétéché, Graton, même Albert Uderzo, maintenant, a revendu à Hachette. Donc, ne le faites pas. Et on le fait quand même et on est très très heureux. Mon cher Midam, on va se quitter quelques instants. On va poursuivre après les aventures. On va parler évidemment de Game Over, de Kid Paddle et de Mat Fabric. On va rencontrer deux personnes que tu dois connaître, Jean Dufaux et Renaud, qui ont poursuivi un petit peu plus leur aventure avec cette héroïne qui a défrayé dans les années 80 et qui a continué, Jessica Blandy, avec La Route Jessica. C'est le dernier album de Jessica, tout simplement. C'est parti. Il y a des personnages qui dépassent leurs auteurs. Renaud et Jean Dufaux ont beau avoir passé 20 ans sur la série Jessica Blandy entre 87 et 2006, on ne quitte pas si facilement une femme comme celle-ci. Blonde, sulfureuse, libérée, fatale. Blandy est un personnage féminin qui appartient à des fantasmes et à une démarche culturelle masculine. Blandy est certainement aussi quelque part un grand coup de chapeau à ce que j'appelle la force féminine, la force des femmes. C'est-à-dire que dans quasiment tous les albums, elle parvient à se débrouiller sans le secours des hommes, justement. Contre les hommes, mais pas par principe. Elle n'a rien contre les hommes. Sa bisexualité aussi était une forme d'ouverture. J'aime bien l'ambiguïté. Dans la vie comme ça, de tous les jours, j'aime bien l'ambiguïté.
Et je sentais bien qu'à cette époque-là, des personnages comme Jessica, bon, c'était pas le premier personnage féminin de la bande dessinée, mais quand même le premier personnage avec son ambiguïté, surtout en tant que, je veux dire, bisexuel déjà. Déjà ça a frappé aussi l'imagination. Ce sont toutes ces thématiques-là qui m'ont permis de façonner le personnage. En même temps, c'était une réaction par rapport à un dessin très lisse, très beau, très pur de Renaud, et j'ai voulu lui donner beaucoup de fragilité aussi. Parce qu'il était important aussi qu'on puisse gérer sa fragilité et qu'on puisse même la mener au combat de façon victorieuse. Cinq ans après Les Gardiens, le dernier tome de la série principale, Renaud et Dufaux re-signent pour un spin-off de 3 albums. Dans ce cycle, débuté en 2009, le scénario développe la psychologie et le destin des personnages secondaires, comme Soldierson et sa fille tout autant psychopathe, Agrippa, tous deux à la recherche de Jessica. L'hémoglobine est bien sûr au rendez-vous dans le dernier opus de ce polar sanglant, car cette fois Jean Dufaux quitte pour de bon la série, une série et une héroïne qui auront profondément marqué le 9e art. Blandy est éminemment, avant tout, un personnage qui vit, qui existe par elle-même. J'ai croisé sa route longtemps, j'ai pu écrire des choses sur elle, mais elle a aussi son indépendance. Maintenant, je laisse Renaud, avec un autre scénariste, poursuivre ce qui ne sera plus la route Jessica, Jessica m'appartient, mais des déclinaisons de la route Jessica. Quelque part, c'est un personnage, je crois, un peu mythique de la BD. Et je crois que même si je fais une autre série, j'ai l'impression que dans 7-8 ans, j'aurai toujours les lecteurs qui seront là pour me rappeler que Jessica, quelque part, elle est toujours là, elle vit toujours, quoi. Je regrette beaucoup de la quitter sur cette route. C'est évident depuis le temps, je vis avec elle quand même depuis 25 ans. C'est même pas la vie que j'ai eue avec mon épouse pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'abandonner comme ça au cours de route un personnage sur lequel où je me suis tant investi. Hein. Retour en plateau avec ce sale gosse et tous ces monstres de Game Over. Et donc chez Matt Fabric, mon cher Midam, on va parler de Game Over. C'est une série particulière. Il y a très peu de dialogue, on peut le dire. Mais il y a une vraie construction du personnage, des aventures. Comment ce personnage, tu t'en souviens, comment il est venu? Il est venu très naturellement. En réalité, dès que j'ai commencé les histoires de Kid Paddle, je me suis dit qu'il fallait voir Kid Paddle jouer. Et quand il joue, il est incarné par un personnage à la télévision. Et je me suis dit, bon, ce serait bien de reprendre toujours le même pour un petit peu fidéliser le lecteur. Et très vite, en fait, c'est un hommage à Pip et le Coyote. Quand j'étais enfant, j'adorais ce dessin animé. Et rapidement, j'ai senti que ça pouvait faire une bande dessinée à part, muette. Et j'ai voulu vraiment le faire quand je me suis rendu compte que je mettais beaucoup de temps pour faire un Kid Paddle. Et entre 2 albums, j'avais envie de donner quand même quelque chose au public. Et comme j'ai pas le don d'ubiquité, j'ai dû trouver un assistant, en la personne d'Adam, qui me suit maintenant depuis une dizaine d'années, et je lui ai confié le dessin du Petit Barbare. Au début, bien entendu, je lui ai appris comment je lui ai donné les clés pour qu'il dessine exactement comme moi. J'ai scénarisé des centaines de gags, et puis à un moment, je me suis dit, ce serait bien que je me fasse aider, et j'ai commencé à travailler avec des scénaristes. Et là, j'ai épuisé tous les scénaristes. Les uns après les autres, je reprenais 30 scénars, et puis 20, et puis 10, et puis 5, et puis finalement, j'en prenais plus parce que ça ne me faisait pas assez rire. Et là, je me suis dit, il y aurait peut-être moyen de trouver une solution pour avoir une meilleure productivité, mais de qualité, en demandant à tout le monde, à n'importe qui sur la Terre, qui sait écrire et qui a envie de raconter une histoire, de me proposer un gag. Et donc, j'ai fait un site qui s'appelle gameoverforever.com où n'importe qui dépose une idée. Et si l'idée est prise, je paye 400 € l'idée.
Et il y a une moyenne d'acceptation de 1 sur 100 en général. Lorsqu'on crée des personnages aussi connus, et puis on va parler tout à l'heure évidemment de Kit Paddle qui est maintenant devenu un monstre de la bande dessinée, au sens tellement il est connu, beaucoup d'auteurs se referment un peu sur eux-mêmes finalement. J'ai l'impression que tu as pris le parti pris contraire, c'est-à-dire tu t'ouvres à la fois aux nouvelles technologies et à tout ce qui s'offre à toi, par exemple ces collaborations avec des inconnus mais qui aiment ton travail. Oui, tout à fait. Moi, je n'ai pas d'ego. Je m'en fous qu'une idée soit pas de moi et qu'elle soit dans mon bouquin. Tant que l'idée est bonne, c'est vraiment ce qui compte, c'est réussir un gag, peu importe la signature. Donc je choisis les meilleurs gags, j'écrème et ça va vite, et ça va bien. Bon, mon cher Midam, on va se quitter quelques instants. On va aller découvrir, parce que nous on fait un peu un tour de France, un monde de bulles de la bande dessinée, évidemment, des festivals, des petits, des tout petits, des gros, enfin voilà, on se fait plaisir. Et on allait dans un petit festival à Bois-Colombres pour voir comment ça se passait, rencontre entre les auteurs et le public, tout simplement. C'est signé Nicolas Béard, à tout de suite. Depuis 2 ans maintenant, il y a aussi des bulles à Bois-Colombres, des bulles et leurs ambassadeurs, Cyril Trichet, Libon ou encore Nicolas Barral. Un Nicolas Barral ici en pleine explication de texte avec le jeune public pour sa série Mon Pépé est un fantôme chez Dupuis avec Olivier Taduc au dessin. Et moi j'ai trouvé que le jeune public avait des questions très pertinentes, parfois même plus pertinentes que certains adultes. Et non, ils avaient bien potassé, ils étaient évidemment un peu intimidés comme j'aurais pu l'être à leur âge. Et du coup, moi je l'étais aussi parce que j'avais pas envie de leur faire trop peur. Non, c'était très, très, très rafraîchissant. Moi j'ai des enfants, donc j'essaie de me dire que ça peut les intéresser. Et puis je me souviens que j'en ai été un aussi. Et puis donc ça donne je pense, une double lecture, c'est-à-dire que l'enfant peut probablement trouver des choses des problématiques qui le touchent, et puis l'adulte, enfin le papa ou la maman qui aurait la bonne idée de le lire, probablement s'y retrouverait aussi. Ouais. La série faisait également l'objet d'une exposition. Tout comme Néandertal, la saga d'Emmanuel Roudier chez Delcourt. Un Emmanuel Roudier conquis par la dimension plus humaine de ce sympathique festival. Ouais, c'est très plaisant. Ça permet de rencontrer le public avec un peu plus de confort et de voir aussi dans une grande intimité, on va dire, des collègues qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir aussi. Mais surtout, le rapport avec le public n'est pas le même parce qu'on a plus de temps pour prendre chaque dédicace et pour discuter avec les gens et leur faire plaisir, quoi. C'était vraiment une envie de vraiment explorer à fond ce sujet, d'aller au bout des données archéologiques et au bout de ce qui me motivait à donner vie à ce monde disparu, quoi. Néandertal n'était pas la seule série historique, puisque cette seconde édition des Bulles à Bois-Colombres avait également mis à l'honneur Immergé, le récit de Nicolas Joncker, dont le 2e tome vient de sortir aux éditions Glénat. Une plongée avec les sous-mariniers allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans le premier, on avait un vieux, là on a un jeune, enfin tout est différent, l'époque, on vient 2 ans en arrière. Et puis voilà, on part pour une nouvelle histoire, à chaque fois une histoire différente et indépendante du premier. Pendant très longtemps, on a très peu abordé la société allemande sous le Troisième Reich. Enfin, on a beaucoup parlé soit du côté vraiment nazi ou des SS, de la Gestapo, ou alors des Juifs, etc. Mais la société allemande, on va dire un peu lambda, c'est un sujet qui était très très peu abordé. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire dessus, et à faire avec. Le manga n'était pas oublié, quoique un peu sous-représenté, mais Dara, l'un de nos mangaka nationaux, était au rendez-vous pour présenter, en avant-première s'il vous plaît, le second tome d'Appartement 44. Oui, on n'est que 2 mangas français, mais ça va continuer à grandir. Dans le deuxième, la tension monte vraiment d'un cran. Les colocataires commencent vraiment à se mettre un peu les uns sur les autres. Donc oui, il se passe pas mal de trucs. Plusieurs lecteurs m'ont dit que les garçons étaient un peu sous-exploités dans le premier volume et manquaient un peu de... ils n'étaient pas aussi travaillés que les filles. Du coup, dans le deuxième volume, j'essayais vraiment de plus travailler la relation, notamment des 2 garçons entre eux. Une deuxième édition réussie et plébiscitée pour son ambiance plus intimiste. Nous, en tout cas, on y a déjà nos habitudes.
Mesdames et messieurs, le mois de septembre sera riche en événements. Hein. Il sera rose aussi. Il sera rose, oui, parce qu'il y a les primaires du Parti Socialiste en France. Ah bon? Mais c'est pas pour ça que tu as mis du rose dans cette énigmatique fiche de Kit Paddle. Non. Ouais. Non, j'ai voulu vraiment prendre le contre-pied du tome 11. Tu te rappelles le tome 11? C'était le retour de la momie qui tue, avec des tons sinistres, bleus, c'était la nuit, c'était une affiche de film d'horreur. Et là, c'est une sorte de gay pride de Kit Paddle. Voilà, mais c'est tout ce que... C'est le cauchemar de Kit Paddle, c'est... il est dans la chambre de sa sœur. Oui. C'est le mur, le papier peint, avec les petits chatons à l'arrière. C'est ça son vrai cauchemar. Et donc, comme j'aime bien mettre un nom anglais en couverture, on a choisi Panic Room, ça nous semblait logique. Voilà, puis petit hommage à certains films hollywoodiens. Tout à fait. Mais monsieur connaît ses classiques. Avec Jodie Foster. Voilà, de quoi faire peur. Ce Kit Paddle, on l'a dit, il y a eu un certain temps entre les deux, entre le 11 et le 12, le temps de faire plein de choses, tu m'as dit, Matt Fabric. Est-ce que le retour au dessin, à l'écriture, ça a été facile, laborieux, c'était du plaisir, ça a été quoi pour toi? Non, c'était vraiment quelque chose de très bénéfique en tout cas, le fait d'arrêter, parce que je me suis rendu compte que j'étais un peu comme un cycliste avec la tête dans le guidon. Quand vous êtes la tête dans le guidon, vous voyez 1 mètre ou 2 de route, mais vous ne voyez pas à l'horizon. Et donc, je me suis relevé. Donc, le vélo va moins vite, on produit moins, mais au moins vous avez une vue. Et j'ai vu pour la première fois où j'avais envie d'aller. Donc, j'ai fait plein de choses. J'ai même fait une série annexe chez Soleil, Harding Was Here. Et puis, je me suis remis à faire du Kit Paddle, mais je me suis rendu compte que j'avais dans mes carnets des dizaines et des dizaines d'idées, d'embryons. En fait, j'ai jamais arrêté de travailler, mais je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire que tu n'as jamais abandonné ton personnage? Non, j'ai jamais arrêté la création de gags, même si je ne finalisais pas les pages. Finaliser, c'est-à-dire commencer à la dessiner. J'ai plein de carnets, j'ai un carnet dans toutes les pièces de la maison. Quand je suis au restaurant, j'ai toujours mon carnet aussi avec moi. Et chaque fois qu'il y a une idée, je la note. Je la note sous une forme, un petit dessin, un petit mot. Ce qui fait que je ne suis jamais devant une page blanche. Quand je dois faire mon album, eh bien, je vais dans ces carnets et j'essaye d'exploiter une idée pour la développer, l'exprimer en une page. Et donc, j'étais très content de me retrouver de nouveau dans la création pure. Ce qui est très étonnant aussi, et ce qui doit être un autre plaisir, c'est de rentrer dans autant de foyers. C'est-à-dire tes albums, ton personnage, il est dans plein de mains, de centaines de milliers de mains de gamins, chez eux, dans leur chambre, dans leur lit, dans leur salon, dans le jardin. J'y pense souvent. C'est génial quand même. Ah oui, et ce qui est formidable, c'est que j'étais à Angoulême cette année, eh bien j'avais devant moi des enfants en dédicace, mais des enfants qui avaient 7-8 ans. Donc il y a quelques années, ils ne savaient pas encore lire. Donc ils viennent ils ont pris le train en marche, quoi. Ils ont commencé peut-être leur lecture avec le dernier tome de Kit Paddle. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est encore une BD actuelle. Et je l'ai fait un peu exprès aussi. J'ai jamais voulu mettre des repères temporels. La console de Kit, c'est une console que j'ai inventée. C'est pas une console qui existe. Le téléphone de Kit, c'est un téléphone. C'est pas le dernier téléphone qui est sorti, parce que ça veut dire que là qu'il sera has-been très rapidement. Et donc, je pense que ça a apporté ses fruits, parce que les enfants qui lisent Kit Paddle aujourd'hui, un album que j'ai fait il y a 10 ans, ils ont l'impression qu'il est sorti aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment important. Donc, oui, je suis dans plein de foyers et vraiment, je m'en réjouis beaucoup. Le tome 12, au mois de septembre, on a dit, et alors, tu t'en parlais tout à l'heure, tu vas prendre ton petit vélo. Oui. Et on peut le dire, on va l'annoncer, tu fais un tour de France. Oui, pour la première fois. Qui finit en Belgique, donc c'est un tour de franco-belge, quoi. Hein. C'est ça, mais c'est comme le Tour de France, parfois il passe par Londres aussi. Oui. Mais à Londres, on ne vend pas beaucoup, mais on n'ira pas. Mais on part de Paris, et
Je trouve que les régions sont un peu délaissées. On parle souvent trop de Paris. Donc on va aller à Paris, on va commencer à Paris et on va faire plein de villes. Toulouse, Marseille, Montpellier, Bordeaux. Et puis on va remonter vers le nord, on va être à Lille aussi. Et je veux rencontrer plein de gens. On va faire un maximum de dédicaces pendant 2 semaines. On appelle ça le Pink Tour parce que la couverture est rose. On va distribuer des casquettes roses de Kit Paddle. Enfin, on est très excités avec ça. Et je me réjouis déjà. J'aime beaucoup dédicacer aujourd'hui. Pendant quelques années, j'ai arrêté totalement de dédicacer parce qu'il y avait beaucoup trop de collectionneurs. Et sur eBay, on retrouvait mes dessins, j'aimais pas ça. Et puis, de toute façon, c'était des collectionneurs. Je pouvais les tutoyer, je connaissais leurs prénoms, ils me connaissaient. Et puis, ils faisaient 10 fois la file pour un album différent. Tu disais des gamins de 7-8 ans. C'est ça. Donc le plaisir est vraiment différent. Les collectionneurs, il y en a moins. Maintenant, il y a plus d'enfants. Et c'est pour ça que je me suis dit, allez, on va faire une tournée en France. Ma dernière question, mon cher Midam, tes rêves, je sais pas, pour les 10 ans qui viennent. Est-ce que tu as, je sais pas, tu te disais, tu as fait une série un peu à part chez Soleil. Oui. Est-ce que tu as d'autres envies comme ça d'univers décalé par rapport à ce qui a fait ton succès? Non, l'autre série que j'ai faite chez Soleil, j'avais vraiment l'impression qu'avec Kit Paddle, j'avais qu'une seule partie du cerveau qui était sollicitée, du gag, du sprint. Et puis, quand j'ai fait cet album chez Soleil, c'était du demi-fond. Donc, c'était un autre style. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal scénaristiquement. C'est pas mon truc. Et quand je suis revenu sur Kit Paddle, j'ai éprouvé vraiment une grande facilité. Un petit peu, tu sais, tu fais un entraînement de basket et tu vas t'attacher des poids. Ouais. Et puis, tu joues pendant 1 heure. Et c'est dur. Et quand tu enlèves les poids, tu as l'impression que tu vas sauter de... You believe you can fly. Oui, c'est ça, voilà. Et bien, quand je suis revenu sur Kit Paddle, je me suis dit, non, c'est vraiment ma discipline. Donc aujourd'hui, mon rêve, c'est d'exploiter Kit Paddle en grand, encore plus loin, encore plus haut, sur des nouveaux supports et de faire surtout exposer des frontières. Moi, mon rêve, c'est d'être lu en Amérique. Alors bon, il faut faire étape par étape, hein, mais c'est dans le plan, c'est dans le viseur. Kit Paddle, président. Oh, ce serait bien. Messieurs, dames. Ah, ça nous changerait un peu. Bon, mon cher mesdames, merci. Merci à toi. C'était ton émission. Merci d'être venu. On te retrouve évidemment avec Math Fabric, plein de produits dérivés, le nouveau Game Over. Et puis au mois de septembre, le vrai plaisir. Voilà, Kit Paddle, tome 12. Oui. On aura tous les apôtres. Ils seront tous là. Voilà, merci à toi. Et nous, on va finir l'émission. J'ai pas le choix. Je le paye. Il faut que je l'utilise un peu avec Nicolas Béard et sa chronique comics. À tout de suite. Allez, on conclut cette émission avec Monsieur Nicolas Béard. Il est là, ça va Nico? Ça va. La baisse? La baisse. Bon, nous l'avons, tout va bien. Une nouvelle fois, on va parler d'un film, adapté évidemment des comics. Un film qui, nous l'espérons, va faire sensation. On l'espère, parce qu'il y avait eu beaucoup de rumeurs, les internautes avaient très peur que ce soit une bouse, on va le dire. Et on a une bande-annonce maintenant. Et la bande-annonce est très très bien, plutôt très convaincante, donc on pense que ça peut être très très bien ce 5e opus des X-Men. 5e opus, puisque nous avons eu les 3 premiers, plus une spéciale Wolverine, qui était vraiment... C'était assez inégal. C'est inégal, et donc le 5e, et en fait, c'est pas une suite, mais ce qu'on appelle un préquel. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est un préquel, on revient sur les origines, on reprend un peu le principe de X-Men Origins Wolverine. On revient en arrière, c'est le préquel, ça explique la formation des X-Men. Et à la base, à l'origine de la formation des X-Men, il y a un drame, figure-toi. Une amitié qui vire à la confrontation ouverte entre 2 hommes. D'un côté, on a le professeur Xavier, très connu, le mentor des X-Men, qui est le plus grand télépathe du monde, Charles Xavier, et qui, lui, considère que les mutants et les humains peuvent vivre ensemble. Et il y a son ami, voilà, Magneto, Eric Lencher, qui lui a connu les camps de concentration, la barbarie nazie, et qui lui pense que fondamentalement l'être humain est mauvais et qu'il n'y a pas d'alliance possible entre ces 2 peuples. Donc voilà, on se focalise sur ces origines-là, on se focalise aussi sur une période des États-Unis, c'est les années 60, le tout début des années 60, c'est l'époque de Martin Luther King, c'est l'époque des mouvements pour les droits civils, c'est aussi, et c'est rigolo, la première sortie du comics des X-Men,
aux États-Unis en 63. Et là, on s'attache particulièrement à l'année 62. L'année 62, je sais pas si tu te rappelles, c'est la crise de Cuba, les missiles soviétiques braqués sur les États-Unis. Et le film apporte une théorie assez intéressante selon laquelle ce sont les X-Men qui ont désamorcé le conflit. Ma foi, c'est une théorie qu'on veut une autre. Hein. Messieurs, dames, la bande-annonce. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States. The cost of freedom is always high. No one can foresee precisely what course it will take. One path we shall never choose, and that is the path of surrender. You ready for this? Let's find out. Listen to me very carefully, my friend. Killing will not bring you peace. Peace was never an option. Bon, ça on peut dire, hein, mon petit Nico. C'est fidèle aux comics d'origine? Écoute, l'esprit, je le trouve assez respecté. En tout cas, Matthew Vaughn, c'est Matthew Vaughn, le réalisateur, à qui on doit Kick-Ass, qui était déjà une adaptation de comics. Lui dit que c'est un peu inspiré du comics, évidemment, c'est incontournable. Il s'est surtout inspiré de X-Men First Class, le comics, qui était sorti en 2006 aux États-Unis, qui était une série comme ça de 8 one-shots, qui revisitait un peu, qui réactualisait plutôt les origines des X-Men. Il a repris les codes couleurs des premiers costumes des X-Men, c'est-à-dire le noir, le jaune. Après, côté personnage, on mélange un petit peu les époques, on mélange un peu les gens. On retrouve le Fauve, par exemple, qui était dans le X-Men 3. Là, c'est sa jeunesse, ses premières transformations. Bon, voilà, lui, c'est la génération années 60 des X-Men. Il sera dans la même équipe que le Hurleur, que Havok ou que Mystique, qui sont des personnages qui ont été plutôt créés dans les années 70, tu vois. Ou encore que Darwin, qui a été créé en 2006 par Marvel Comics. Donc, bon, c'est un peu le fatras. Côté méchant, ce sera le Club des Damnés. Les X-Men se taperont contre le Club des Damnés, qui est les ennemis jurés des X-Men depuis presque les origines de la série. Et à leur tête, il y aura Sébastien Shaw, interprété par Kevin Bacon. Donc il y a du casting. Côté casting, justement, Magneto sera interprété par Michael Fassbender, qu'on n'a pas beaucoup vu au cinéma. Et Charles Xavier par James McAvoy, qu'on avait déjà vu en 2008, dans Wanted, qui était déjà une adaptation comics. Voilà. Merci Nico. Ça m'a fait plaisir. Pur plaisir. Ciao. Toutes les infos, vous les connaissez, hein, évidemment. Comics, bande dessinée classique, 9e art, graphisme, c'est un monde de bulle.com, les 2 pages Facebook, la mienne, celle de l'émission et celle de Nico aussi, il est sur Facebook. Et puis tous les jeudis matin, ma chronique coup de cœur dans le quotidien Métro. Ciao et à la semaine prochaine. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Break it down.